Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui va toucher directement le portefeuille de millions de personnes. Oui, on parle bien sûr de l'arrivée de la 13e rente de vieillesse. Et il faut être très clair, ce n'est pas un petit ajustement technique, hein. C'est sans doute la modification la plus importante de notre premier pilier depuis des décennies. Absolument. Pour cette analyse, on s'est vraiment plongé dans les directives officielles, les calendriers de mise en œuvre et surtout on a tenté de démêler les interactions qui sont assez complexes de cette nouvelle prestation avec tout le système existant. Notre objectif est donc simple, comprendre ce que ça change concrètement pour quelqu'un qui approche de la retraite ou qui y est déjà, qui va vraiment la toucher, comment le montant sera calculé. Et surtout, les impacts cachés. Exactement. On va explorer ces zones d'ombre, l'impact sur les impôts, sur les autres aides sociales. C'est là que les bonnes nouvelles peuvent parfois réserver des surprises. C'est le point essentiel. Cette mesure, il faut le rappeler, vient de l'initiative populaire Mieux vivre à la retraite, acceptée le 3 mars 2024. Elle répond à une préoccupation réelle. L'érosion du pouvoir d'achat des retraités. C'est ça. Mais avant toute chose, une information de calendrier qui est fondamentale. Le tout premier versement, ce sera en décembre 2026. Pas avant. Pas avant. Aucun versement, même partiel, n'aura lieu en 2025 ou avant cette date. Décembre 2026, c'est bon de le marteler. Et en attendant, il y a une autre discussion, une autre bataille même qui se joue au niveau politique, celle du financement. Exactement. Et le débat est vif. Est-ce qu'on finance ça par une hausse de la TVA qui toucherait tout le monde ou par une augmentation des cotisations sur les salaires? Ce qui pèserait sur les actifs. Précisément. Et la décision qui sera prise n'est pas du tout neutre. Pour une personne qui travaille encore, ça pourrait bien réduire son revenu net avant même qu'elle ne bénéficie de cette fameuse 13e rente. Bon, le décor est planté. Alors allons-y, la toute première question, la plus basique. Qui est vraiment concerné ? On a entendu un peu tout pendant la campagne, notamment l'idée que tout le monde aurait droit à un 13e versement. Oui, et la réalité est bien plus restrictive. Là-dessus, la règle est très claire. La 13e rente s'applique exclusivement aux rentes de vieillesse. Exclusivement. C'est le principe de base. Et par conséquent, ça exclut mécaniquement plusieurs autres types de prestations très importantes du premier pilier. C'est-à-dire, quelles sont les grandes catégories qui ne sont pas concernées ? Alors, premièrement, les rentes d'invalidité. L'AI. Une personne qui touche une rente AI ne verra aucun changement. D'accord, donc ça, c'est clair. Deuxièmement, toutes les rentes de survivants. On parle ici des rentes de veuves, de veufs et d'orphelins. Eux non plus. Non plus. Et enfin, une catégorie un peu moins connue, mais qui touche beaucoup de monde, les rentes pour enfants, qui accompagnent souvent une rente AVS ou AI. Elles sont aussi exclues. Donc, si on imagine deux voisins avec des revenus mensuels qui semblent similaires, leur situation peut être radicalement différente face à cette réforme. D'accord. Son revenu annuel du premier pilier est de 22 800 francs et il le restera. Son voisin, M. Martin, lui, touche une rente de vieillesse AVS du même montant, 1 900 francs. Et lui, dès 2026. Eh bien, son revenu annuel passera à 24 700 francs. Ça crée une différence de presque 2 000 francs entre deux situations de vie très proches. C'est une distinction énorme, en effet. Et il y a un autre cas particulier, celui des femmes de la génération transitoire, celles nées entre 1961 et 1969. Oui. Et pour elles, la situation est encore plus subtile. Pour compenser l'élévation de l'âge de la retraite, elles reçoivent un supplément spécifique. La loi est très précise sur ce point. Et que dit-elle ? Ce supplément-là n'entre pas dans le calcul de la 13e rente. Il continue d'être versé 12 fois par an, mais il ne vient pas, disons, gonfler le montant du versement de décembre. C'est un détail, mais il a son importance. D'accord. L'éligibilité est donc bien plus ciblée qu'on ne le pense. Maintenant qu'on sait qui, passons au combien. Comment est-ce qu'on calcule le montant exact ? Ce n'est pas juste un copier-coller de sa rente mensuelle, j'imagine. Non, justement. La mécanique est plus rigoureuse, pour être juste avec tout le monde. Le principe, c'est que la 13e rente doit correspondre très exactement à un 12e de toutes les rentes de vieillesse touchées durant l'année civile. Et pour y arriver, l'administration a mis en place un système particulier ? Oui, un système de calcul au prorata. Au prorata, c'est-à-dire ? En fait, chaque mois, la caisse de compensation va calculer une petite part de 13e rente. Cette part, c'est 8,3333% de la rente mensuelle qui a été effectivement versée ce mois-là. Ah, je vois. Et en fin d'année,
Le versement de décembre, eh bien, c'est tout simplement la somme de toutes ces petites parts accumulées de janvier à décembre. D'accord, donc il faut voir ça moins comme un 13e mois fixe que comme une sorte de cagnotte qu'on accumule au fil de l'année, un bonus de 8,3% mis de côté chaque mois. C'est une excellente image, c'est exactement ça. Et ça permet de s'adapter si la situation d'une personne change en cours d'année. Par exemple. Par exemple, une personne seule qui se marie. Sa rente individuelle est remplacée par une rente de couple, au montant différent. Le calcul par part mensuelle permet de refléter ça sans erreur. Et c'est encore plus important pour ceux qui partent à la retraite en cours d'année. Donnons un exemple concret. Je prévois de prendre ma retraite le 1er mai 2026. À quoi est-ce que je dois m'attendre en décembre de cette même année ? Alors, pour 2026, votre droit à la rente sera ouvert pour 8 mois, de mai à décembre. 8 mois, oui. Si on part sur une rente de 2000 francs par mois, votre première 13e rente ne sera évidemment pas de 2000 francs. Le calcul sera 2000 francs fois 8 mois, le tout multiplié par ce fameux 8,3333%. Ce qui donne, on arrive à un montant d'environ 1333 francs. La cagnotte de la première année est logiquement plus petite. c'est un point clé pour éviter les mauvaises surprises. Et il y a une dernière condition, je suppose, pour toucher cet argent. Oui, une condition indispensable. Il faut que le droit à la rente de vieillesse soit actif au mois de décembre. C'est ce mois qui déclenche le paiement. Si une personne décède en novembre, par exemple, ses héritiers ne toucheront rien. Le droit s'éteint avant le versement. Exactement. Et ça m'amène à une autre question. Comment est-ce que cette nouvelle rente interagit ou se cogne aux règles qui existent déjà ? Je pense notamment à celles très spécifiques pour les couples mariés. C'est un excellent point. Et c'est là qu'on touche à la complexité du système. Il faut rappeler cette règle fondamentale de l'AVS, le plafonnement des rentes pour les couples. Oui, le fameux plafonnement. La somme des deux rentes individuelles d'un couple marié ne peut pas dépasser 150% de la rente maximale individuelle. Aujourd'hui, ça représente un plafond de 3 780 francs par mois pour le couple. Et donc, la conséquence sur la 13e rente est directe, j'imagine. Elle est directe et mécanique. La 13e rente du couple est elle aussi calculée sur ce montant plafonné. Pas sur la somme de ce qu'auraient été leurs deux rentes individuelles. Donc, un couple qui touche ce maximum... recevra une 13e rente de 3 780 francs. Attendez, ça veut dire que l'impact du statut civil, le fait d'être marié ou non, va devenir encore plus visible avec cette nouvelle rente. Beaucoup plus visible. Faisons une comparaison. Prenons un couple de concubins. D'accord. Monsieur a une rente de 2400 francs, madame une de 2200. Comme ils ne sont pas mariés, il n'y a pas de plafonnement. Leurs droits sont individuels. Voilà. Le total de leurs deux 13e rentes sera la somme des deux, 4600 francs. Et maintenant, ce même couple, même carrière, même salaire, mais ils sont mariés. S'ils sont mariés, leur rente mensuelle cumulée, qui devrait être de 4600 francs, est rabotée, plafonnée à 3780. Et par conséquent, leur 13e rente de couple sera elle aussi. De 3780 francs. C'est quand même fou. On part d'une différence de 820 francs juste à cause du statut civil. C'est une amplification très concrète de ce qu'on appelle la pénalité du mariage. La 13e rente ne crée pas le problème, mais elle le rend plus saillant. Bon, on a le montant brut, mais on sait bien que ce qui compte vraiment, c'est ce qui reste sur le compte. Il faut donc parler de fiscalité et d'aide sociale. C'est l'étape finale de l'analyse, mais peut-être la plus importante pour le budget réel. Commençons par le plus simple, les impôts. La règle est sans ambiguïté. C'est un revenu, donc c'est imposable. Entièrement imposable. Au même titre que les 12 autres, impôts fédéral, cantonal, communal. Ce qui veut dire qu'elle s'ajoute à tous les autres revenus. Et ça peut faire grimper la facture plus que prévu. Oui, il y a un double effet. D'une part, l'impôt augmente, mais il y a aussi la progressivité des barèmes. Ce revenu supplémentaire peut faire basculer dans une tranche d'imposition supérieure. Où chaque franc additionnel est plus taxé. Précisément. Prenons un rentier avec un revenu imposable de 50 000 francs. Il reçoit une 13e rente de 2 520 francs. Si son taux marginal d'imposition est de 20%, le fisc va prélever environ 500 francs. Exactement. Le gain net réel n'est plus de 2520, mais plutôt de 2000 francs. C'est à anticiper. D'accord, mais l'impact le plus complexe, c'est souvent l'interaction avec les autres prestations sociales. Absolument. Et là, il faut vraiment distinguer deux situations qui n'ont rien à voir. Lesquelles ? D'un côté, les prestations complémentaires, les PC. De l'autre, les subsides à l'assurance maladie. Pour les PC, la nouvelle est bonne. Le Parlement a prévu une clause de sauvegarde. Une clause de sauvegarde, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Ça veut dire que la loi précise, noir sur blanc, que la 13e rente AVS ne doit pas être prise en compte dans le calcul du revenu qui donne droit au PC. C'est une exclusion légale. C'est ça. Donc un bénéficiaire de PC recevra sa 13e rente en entier, en plus de ses PC, et ces dernières ne seront pas diminuées. C'est une protection cruciale. C'est clair pour les PC. Mais alors, qu'en est-il des subsides pour l'assurance maladie? Et là, la situation est beaucoup plus floue et potentiellement problématique. Dans la plupart des cantons, le droit à un subside est calculé sur la base du revenu fiscal. Attendez, si je comprends bien, on pourrait avoir une situation absurde où le gain de la 13e rente serait complètement effacé par une perte du subside. C'est un risque majeur. C'est même une quasi-certitude si rien ne bouge. Puisque la 13e rente augmente le revenu imposable, elle va mécaniquement augmenter ce revenu qui sert de base au calcul. Et si on dépasse les seuils? Le subside à l'assurance maladie pourrait être réduit, voire dans certains cas totalement supprimé. Pour une personne à revenu modeste, le gain pourrait être presque entièrement mangé par la perte du subside. On donne d'une main pour reprendre de l'autre en quelque sorte. Est-ce qu'on sait si les cantons prévoient de corriger le tir? C'est toute la question et c'est le grand chantier politique des mois à venir. Rien n'oblige les cantons à le faire. Tout dépendra de leur volonté politique. C'est le point de vigilance central. C'est une analyse vraiment très claire. Si on devait résumer pour que tout le monde reparte avec les idées au clair, quels sont les 4 points essentiels à retenir? Le premier, c'est l'éligibilité. C'est uniquement pour les rentes de vieillesse. Pas d'AI, pas de survivants. Le deuxième, le calcul. C'est un montant au prorata des mois de rente perçus dans l'année? Exactement, surtout pour la première année. Le troisième, c'est l'effet du mariage. Le plafonnement pour les couples s'applique aussi à la 13e rente et amplifie les différences de traitement. C'est un point très important. Et enfin, le plus crucial, le gain net. Le montant brut n'est pas ce qui reste dans la poche. Il faut penser aux impôts et surtout à la possible réduction des subsides maladie. Tout à fait. Le brut n'est que la moitié de l'histoire. Et si on prend un peu de hauteur pour finir, ce qui est fascinant, c'est que cette nouvelle prestation, en venant amplifier de manière si visible les effets du plafonnement, Oui. eh bien, elle met le doigt sur une tension fondamentale de notre système de prévoyance. Laquelle? Elle pose une question pour l'avenir. Notre modèle de calcul des rentes, qui est encore si fortement basé sur le statut matrimonial, est-il encore adapté aux réalités sociales d'aujourd'hui? Avec la diversité des modèles familiaux, le concubinage. Exactement. On peut se demander si l'introduction de cette 13e rente ne va pas, involontairement, devenir l'accélérateur d'une réflexion plus large vers une individualisation complète des droits. Où le statut civil n'aurait plus d'importance. Voilà. C'est une réflexion à plus long terme que cette réforme met, peut-être malgré elle, sur la table.